Alors pour les besoins de cette formation, je pense qu'on est arrivé au moment où il faut vraiment bien expliquer la différence entre le Dynamesh et le Subdivision. Puis pour ça, je pense qu'un chapitre complet est vraiment nécessaire. Donc, le Dynamesh, si je devais introduire simplement le Dynamesh, c'est quoi? Ça va, quand vous allez activer le Dynamesh, en fait, ça va s'assurer que toutes les faces ou les quads ont la même taille. Ça a l'air simple comme ça, là. Mais la définition la plus simpliste, c'est ça. Ça veut dire que si vous étirez des faces et que vous activez le Dynamesh, toutes les faces qui ont été étirées vont être coupées, en fait, vont être sectionnées pour créer de nouvelles faces. Et donc vous permettre, à partir de faces qui étaient originalement, quand vous avez commencé à déplacer votre modèle, manipuler votre modèle, pardon, par exemple, si je viens ici, c'est même plus simple si je vous montre ça rapidement. Je fais W, comme ça, je déplace cette partie-là, regardez, c'est maintenant complètement étiré, et si je décide de travailler sur cette partie-là, donc BST par exemple, ben, je peux pas travailler là-dessus. Par contre, ce que je peux faire, c'est activer donc le Dynamesh. Alors le Dynamesh, c'est dans Géométrie ici, Dynamesh, et donc vous allez l'activer. Et regardez bien ce qui va se passer ici, donc là je suis donc en mode wireframe, donc on le voit très bien, voilà. Donc, en une fraction de seconde, il m'a généré la géométrie qui manquait, qui me permet d'avoir une géométrie homogène sur tout mon objet. Vachement intéressant. Le problème, il faut bien comprendre, enfin le problème, c'est pas un problème, ce n'est pas une fonction qui est en temps réel. C'est-à-dire, tant que vous ne lui demandez pas, c'est une semi-temps réel en fait. Là, il est activé, le bouton est activé. Mais si je décide, encore une fois, on va dire, on va créer quelque chose ici, là, voilà. J'inverse. Regardez, il se passe rien. Il n'a pas fait comme là-bas, pourtant le bouton est allumé. Il est coché, pardon. Et en fait, ce que je dois faire, et là c'est intéressant parce que là je travaille avec un masque, donc j'enlève le masque. Et ensuite, on doit faire la même opération, comme si on voulait enlever le masque. Mais là, il va voir, ah, il n'y a pas de masque à enlever, donc je vais activer le Dynamesh. Spécial. Encore quelque chose de spécial dans Debug. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, le Dynamesh nous permet de faire ce qu'on veut. Il faut voir le Dynamesh comme un petit peu l'équivalent du sketch. C'est-à-dire que vous avez une feuille blanche, vous êtes en train de chercher vos formes, vous êtes en train de vous dire « Ah, peut-être que je vais rajouter des ailes, ou peut-être que je vais mettre 4 bras au lieu de 2, ou finalement je vais peut-être lui mettre des toutes petites jambes, ou je vais lui mettre des jambes à la manière d'une autruche, par exemple, de récupérer un subtool dans un autre... dans une autre scène, la ramener et puis la joindre, etc. Mais tout ça, vous allez pouvoir le faire avec Dynamesh, chose que vous ne pourrez pas faire avec Subdivision. Le désavantage de Dynamesh, c'est que le Dynamesh, à un moment donné, il atteint une certaine limite, c'est-à-dire en termes de définition. Donc quand on est en train de sketcher, à un moment donné, là, il y a tellement de... On va dire, le papier, il est un petit peu beaucoup travaillé, à la limite, il commence à se trouer, on a tellement gommé dessus que on perd un petit peu de détails, on a tellement crayonné dessus que c'est un peu vulgaire, en fait. Et ça reste comme ça, en fait. Le Dynamesh, vous n'arriverez jamais à avoir la même définition que vous pourrez avoir avec le Subdivision Level. Donc c'est deux choses séparées. Le premier, donc le Dynamesh vous permet d'avoir la liberté de faire ce que vous voulez jusqu'au moment où vous n'aurez pas assez de détails avec le Dynamesh, et là vous serez obligé de switcher à Subdivision. Et là vous allez me dire, c'est où la limite en fait de détails de Dynamesh? La limite, elle est dans les... je crois que je n'ai jamais été au-delà de 5 millions. Et en fait, ici, c'est la résolution. Vous voyez ici, là, je suis à 512. Mais si par exemple je décide d'être à 32, puis là vous allez voir qu'il y a un petit bug là, c'est-à-dire que si je fais ça comme ça, il ne va pas se mettre à jour. Il faut que je vienne travailler un peu le modèle là, un petit peu, genre BMW là par exemple, je vais juste bouger un petit peu le modèle. Maintenant si je demande d'activer, maintenant je me retrouve avec quelque chose de beaucoup plus, on va dire, rough là. Mais je peux maintenant aller à 512 par exemple, déplacer un petit peu, et là je me retrouve avec quelque chose qui fait plus d'1 300 000 vertex. Donc on peut quand même aller assez loin. Le problème, vous voyez, il a comme fait une projection de l'ancien modèle, ce qui fait que là, on voit encore les faces de l'ancien modèle, mais on a véritablement la géométrie qu'on lui a demandé. Si je reviens un petit peu en arrière, voilà. Ce qu'il faut comprendre aussi, donc là, je suis en 32, si ma mémoire est bonne. Voilà, on va déplacer un petit peu ici. Toc. Ouais, je suis en 32. La différence aussi, c'est que si je décide d'augmenter la taille de mon modèle,
parce que c'est aussi par rapport au détail, à la taille de mon modèle. Pardon, mon Dieu. Regardez ce qui se passe. Je suis en 32 là. Et il m'a mis beaucoup plus de résolution. Donc, quand votre modèle est petit, il aura cette tendance à facilement se comporter, du moins relativement classique, on va dire. S'il a la taille proche de la grille en dessous, il va se comporter à peu près comme on s'attend à ce qu'il se comporte. Donc faites très attention en fait à ça. C'est que vous devez avoir une taille relativement, on va dire, classique dans ZBrush. Donc référez-vous à la grille pour ça. Alors je recommence, voilà, là j'ai quelque chose d'assez classique, là 32. Ça veut dire qu'il est sectionné 32 fois. Imaginez une sorte de grand cube autour de votre modèle, c'est sectionné 32 fois. Si maintenant je mets 256, là maintenant c'est sectionné 256 fois sur tous les axes. Imaginez un cube. Et c'est comme ça qu'on peut travailler avec le Dynamesh un petit peu comme on veut. On peut après ajouter des éléments, mais ça on va voir ça dans la prochaine partie. Pour vous expliquer concrètement en fait dans quel contexte on peut utiliser le Dynamesh, je vous ai chargé une version préliminaire de ma tortue. Et on voit bien donc que j'ai les bras qui sont ici, qui font une partie, j'ai le corps qui fait une autre partie, j'ai le cou, j'ai la tête. Donc en fait ce que j'ai simplement fait, j'ai appliqué la méthode qu'on appelle le primitive sculpting, c'est-à-dire qu'on fait d'abord des formes extrêmement simples, puis on les met, on les enchevêtre les unes dans les autres. Et maintenant, ce que je peux faire en fait, c'est mettre tout ça ensemble. Donc si par exemple je prends la tête ici, je vais d'ailleurs descendre la tête voilà, ici, j'ai le cou qui est là, donc je vais le mettre juste en dessous, comme ça. Et je vais prendre les bras, donc les bras sont ici, puis je vais les ramener ici. Voilà. Et là maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre la tête, ici, et je vais faire un merge down, une fois, deux fois, et trois fois. Donc là maintenant, si je fais un solo, je me retrouve avec un seul objet, ou du moins, un subtool, qui, au départ, était 4. Il y avait 4 subtools. Et si on regarde bien, ma géométrie, elle, ça n'a pas bougé. Si je vais maintenant dans géométrie ici, Dynamesh, il est activé, hein, mais il n'est pas en temps réel, je le rappelle. Donc pour l'activer, CTRL, et je vais faire comme si je sélectionnais rien dans le canevas, et regardez bien la géométrie. Voilà. Donc l'application de Dynamesh, c'est de s'amuser comme ça à... C'est un peu comme une opération booléenne, unir la géométrie, comme ça, pour nous faciliter le travail. Sympa, hein? Alors évidemment, après, je peux augmenter la résolution. Je peux passer à 256, voire même, allez, on va aller jusqu'à 512. Voilà. Et je peux aller beaucoup plus loin donc dans la résolution de mon modèle. Je peux faire un BDS par exemple, très faible, pour aller surligner les parties qui m'intéressent. Un petit lissage général. Voilà. Bref, je pourrais faire ça pendant des heures, mais vous voyez, je pense que vous comprenez un petit peu plus à quoi sert le Dynamesh. Donc au début, on peut faire un Dynamesh avec une résolution de 32, de 64. Donc on vient chercher les formes primaires en fait, puis plus on avance dans le temps, plus on peut commencer à emmagasiner d'autres éléments, d'autres géométries. On les joint en fait à notre géométrie, on augmente tout doucement la résolution pour avoir à terme quelque chose qui sera relativement bien détaillé quand même, mais on va atteindre une sorte de limite qui, le plateau c'est entre 3-4 millions, des fois un petit peu plus, des fois un peu moins. Et à partir de là, en fait, je vous dirais presque qu'on arrive à 70-80% de la finition de notre modèle. On doit penser à switcher au Subdivision Level, parce que le Subdivision Level va nous permettre d'autres choses que nous permet pas le Dynamesh. Toute petite parenthèse avant d'aborder les objets en Subdivision Level, on va parler de la fonctionnalité Sculptris Pro, qui complète quand même un petit peu le Dynamesh. Alors, on va regarder ce modèle ici, et on va aller dans cette zone-là, plus particulièrement, et on va comme
essayer d'améliorer ici la définition qu'on peut avoir. Donc je suis en BDS. Et je vais donc essayer de creuser, mais forcément, j'aurais pas... J'atteins un plateau, hein, et pourtant, j'ai 700 de résolution. J'atteins un plateau, j'ai pas assez de géométrie. Okay. Si maintenant j'active Sculptris Pro, ici, et que je réduis la taille de ma broche, puis ça c'est important. Si maintenant je continue à travailler sur cette zone, vous voyez, c'est beaucoup plus précis. Alors pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus précis? Puis je vais faire la même chose par exemple ici, je vais faire la même chose là, voilà. C'est parce que Sculptris Pro, en fait, rajoute de la géométrie à la volée par rapport, et ça c'est important, par rapport à la taille de votre brush. Là, je voulais plus de définition, mais admettons que j'en veux beaucoup moins, je veux enlever des parties. Regardez, si maintenant je mets la taille assez grande, et je décide par exemple d'enlever cette partie-là, donc avec Shift, le Sculptris est toujours activé, je vais enlever cette partie-là. Donc CTRL Z, je vais vous montrer vraiment ce qui se passe. Regardez. Et ça, c'est très intéressant. Et ensuite, je peux activer mon Dynamesh, désactiver ici le Sculptris Pro et travailler maintenant de nouveau sur mon modèle. Donc ça peut être très intéressant pour enlever des parties, pour ajouter des détails. Le seul problème en fait de cette fonctionnalité, c'est que si vous rajoutez des détails, ben, soyez prêt à les perdre éventuellement parce que votre Dynamesh, si vous n'avez pas assez de définition pour égaliser, un petit peu pour égaler ce que vous avez fait avec Sculptris, ben, vous allez les perdre un petit peu les détails. Donc c'est une chose à savoir. Donc Sculptris Pro, très intéressant si on sait l'utiliser. Petit avertissement quand même, cette fonctionnalité crache assez souvent, donc vous êtes prévenu, si vous l'utilisez, c'est à vos risques et périls. Quand je dois expliquer la logique de fonctionnement du Subdivision Level dans ZBrush, généralement ce que je fais, je vais dans Lightbox ici et je vais charger la polysphère ici, voilà. Et quand on regarde la polysphère et qu'on va dans géométrie ici, on voit que la polysphère, elle a 3 niveaux de Subdivision Level. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et pour bien vous montrer ce que ça fait, je vais cliquer ici sur Reconstruction Subdivision. Alors, ça ne marche pas sur tous les modèles, mais sur celui-là, ça marche. Pourquoi? Parce que, à la base, cet objet-là n'est pas une sphère, mais un cube. Donc, si on regarde les choses de manière simple, je vais dans mon wireframe ici, et à chaque fois, en fait, que je change de Subdivision Level, on se rend compte qu'il a divisé chaque quad en deux, horizontalement et verticalement, si on regarde juste la face de devant. Regardez ici, niveau 2, niveau 3, etc. Et en fait, pour chaque quad, il multiplie par 4 le nombre de vertex. Si on regarde ici, là, j'ai 400 vertex à peu près. Si on passe au niveau supérieur, je suis à presque 1600. Donc c'est à peu près x 4. Ça, c'est le principe de Subdivision Level dans ZBrush, qui est en fait la même chose que le Smooth dans Maya ou encore le Turbo Smooth dans 3ds Max. C'est la même chose. Alors, si je dois parler des avantages du Subdivision Level, j'ai pas le choix quelque part de vous dresser un portrait global des différences, et surtout des avantages et des inconvénients de ces deux fonctionnalités. Donc, comme on l'a déjà vu hein, avec le Dynamesh, vous avez quand même une certaine liberté géométrique, on fait finalement ce qu'on veut. L'avantage aussi du Dynamesh, c'est que si on se retrouve avec des trous, c'est un peu étiré, ben ça va comme réparer la géométrie. Ça peut aussi supprimer la géométrie qui est à l'intérieur, donc rappelez-vous, hein, quand on a comme deux primitives qui s'intersectent, ça va supprimer la géométrie qu'il y a à l'intérieur, quand même assez pratique. Et puis, oui, il y a une mise à jour quand même relativement rapide de la géométrie. En une fraction de seconde, il va être capable de recalculer la géométrie. Donc ça, c'est quand même les avantages du Dynamesh.
Les inconvénients du Dynamesh, c'est que la topologie est pas la plus formidable. Il y a la présence de quad, oui, mais il va aussi nous mettre des triangles de manière un petit peu aléatoire, et c'est quelque chose qui peut être acceptable, mais pas dans tous les cas de figure. On a aussi un nombre limité de vertex, à peu près plus ou moins 5 millions de vertex. C'est pas non plus l'idéal si on fait quelque chose de réaliste. Ça reste correct si on fait des personnages de type un peu animé, mais on va atteindre quand même la limite assez rapidement. Donc c'est, comme je le disais, insuffisant pour les modèles de haute qualité réalistes. Le poids des fichiers aussi est quand même assez élevé, vu que c'est des données pures, le Dynamesh, un peu comme des OBJ ou 3DS. Mais forcément, ça va être plus vous allez avoir de vertex et plus votre fichier va être lourd. Si on regarde maintenant les avantages et les inconvénients du Subdivision Level, c'est génial en fait, le Subdivision Level. Ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir créer des UV extrêmement rapidement parce que vous allez le faire sur le Subdivision Level 1 et que ça va se propager sur l'ensemble des Subdivision Level. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est... S'il y a quelque chose à retenir, c'est lui, là. C'est facile de créer les UV sur votre modèle. C'est facile à poser, parce que vous pouvez poser sur le premier ou le deuxième Subdivision Level, et automatiquement, après, ça va se propager à l'ensemble des Subdivision Level. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose à ne pas négliger. Tous les niveaux de Subdivision Level peuvent être sculptés, donc encore une fois, c'est très intéressant. On peut sculpter sur le niveau 1, et automatiquement, les modifications que vous aurez faites vont se propager à l'ensemble des autres Subdivision Level. Ça aussi, c'est très très pratique. Et souvent, on ne le considère pas beaucoup au début, mais c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Ça nous permet un haut niveau de détail. Là, on parle de 5 millions. Ici, on peut aller jusqu'à une centaine de millions de vertex par subtool, dépendamment de la puissance de votre ordinateur. Donc, c'est quand même assez fantastique. Ici aussi, vous avez la facilité d'assigner des polygroupes. Alors évidemment, on peut le faire de la même manière avec le Dynamesh, mais là, vu qu'on a très peu de faces, c'est encore beaucoup plus simple. Ensuite, on a la possibilité d'exporter nos Subdivision Level les plus bas. En fait, en utilisant la fonctionnalité Guzzi, on a la possibilité de les envoyer dans 3ds Max, dans Maya, dans Blender, et de les modifier. Donc, si vous avez besoin de rajouter un edge loop, de faire un extrude, etc., ou autre, des opérations de modélisation très simples, vous pouvez l'envoyer dans votre programme préféré et ensuite le renvoyer de nouveau dans ZBrush. Et ZBrush va automatiquement faire une mise à jour en fait des informations. Donc vous ne perdez pas ce que vous avez fait, ni même les détails que vous auriez mis dans un Subdivision Level 8 par exemple. Vous pouvez exporter le niveau 1, faire un changement, rajouter par exemple un doigt ou rajouter une tête. Et automatiquement, du moins, il va garder les détails que vous aviez fait auparavant. Donc ça, c'est quand même super pratique. Et puis, il y a une gestion de la symétrie topologique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que, admettons que vous avez un personnage en T ou en A, mais topologiquement, il est parfaitement symétrique. Même après, si vous modifiez en fait la pose de ce personnage-là, donc admettons qu'il a une main fermée d'un côté puis il a une main ouverte de l'autre, ben avec la symétrie topologique, vous pourrez continuer à travailler sur le modèle. Admettons que vous voulez travailler sur le pouce, mais les deux côtés en fait vont fonctionner. Vous allez pouvoir travailler sur le pouce d'un côté et ça va automatiquement faire une mise à jour du pouce de l'autre côté. Très pratique. Mais il y a des inconvénients au Subdivision Level, et les inconvénients, c'est essentiellement le fait qu'on est obligé de faire une retopologie manuelle si on veut vraiment que les choses se fassent bien. Donc c'est un peu comme les UV, on n'aime pas faire ça, mais c'est quand même assez important de le faire. Le désavantage de faire une retopologie manuelle, c'est que des fois la projection, on va voir ça un petit peu plus loin, la projection peut nécessiter quelques corrections, mais rien de grave, rien de dramatique, ça se fait très bien. Et une dernière chose, certaines fonctionnalités donc, ne supportent pas le système de subdivision. Je ne sais pas si on va aller jusque là, peut-être que je vais avoir l'occasion de vous le démontrer. C'est pas extrêmement important, mais sachez que si vous n'y arrivez pas et qu'il vous met un message, vous pouvez toujours faire un freeze, utiliser la fonctionnalité et ensuite faire un defreeze. Ok, puis ça va vous permettre d'utiliser la fonctionnalité qui ne serait pas normalement compatible avec le Subdivision Level. Alors, au risque de me répéter, je vous ai fait ce petit schéma pour bien vous illustrer en fait le principe, ou du moins la logique de fonctionnement du Subdivision Level. Admettons que vous avez un modèle avec des quads je veux dire, un modèle extrêmement low poly. Okay, donc ça, c'est votre Subdivision Level 1, votre quad d'un Subdivision Level 1. Quand vous allez cliquer sur Divide, chaque quad
va se retrouver avec une division ici et une division dans l'autre sens ici. Et vos nombres de vertex vont être multipliés par 4. Si vous cliquez encore une fois sur Divide, votre quad original, donc ici qui est en bleu, va se retrouver avec toutes ces subdivisions ici et 16 fois plus de vertex que le quad original. Concrètement, donc, dans ZBrush, quand vous voulez subdiviser un modèle, vous allez simplement dans Géométrie ici, Divide. Vous voyez ici le nombre de vertex. Ici, on est à 400 vertex. Encore une fois, je suis à 1500 à peu près. Encore une fois, je suis à 6000. Donc, vous voyez bien qu'on est quand même dans... On multiplie à peu près par 4 le nombre de vertex. Donc, maintenant, quand vous voulez descendre dans vos subdivision levels, soit vous utilisez ici le slider, soit vous appuyez sur D pour monter, Shift D pour descendre, donc vous n'avez pas besoin d'utiliser finalement le slider ici. Et pour augmenter votre nombre de subdivisions, là je suis au maximum, j'en ai 6000 et je peux faire CTRL D. Donc les 3 shortcuts à se rappeler quand vous dealez avec les subdivision levels, c'est D pour monter, Shift D pour descendre, et si vous voulez rajouter un subdivision level, ça va être CTRL D. Maintenant, dans cet exemple-là, ici, j'ai intentionnellement rajouté des triangles pour vous montrer pourquoi il ne faut pas mettre des triangles. Shift D. Alors, vous voyez bien, ici, j'ai un triangle, alors que de l'autre côté, j'en ai pas. Donc, ça montre bien la différence entre les deux. J'ai enlevé le wireframe. Je vais maintenant augmenter subdivision level. Je vais encore en rajouter un, même deux. Allez, on va aller à 400 000 vertex presque. Et regardez maintenant de loin. Regardez ici, je n'ai pas d'artefact visuel. Et regardez ici, j'en ai un. Et je dois en avoir un de l'autre côté aussi, parce que de l'autre côté, j'ai aussi un triangle. Shift D. Vous voyez, j'ai un triangle ici. Et là, on voit bien deux artefacts visuels très désagréables. C'est donc pour ça qu'on n'utilise pas de triangle. C'est parce que il va y avoir une concentration géométrique au milieu de votre triangle ici. Et ça, c'est inévitable si vous utilisez des triangles. Donc, si jamais vous utilisez des triangles, vraiment, si vous ne pouvez pas faire autrement, il faut les placer à des endroits qu'on ne verra pas. C'est-à-dire au niveau des aisselles, en dessous les pieds, au niveau de la tête, parce qu'il va y avoir des cheveux par-dessus, etc. Donc, assurez-vous qu'on ne les voit pas, parce que vous allez toujours avoir ces artefacts visuels-là. Alors maintenant, en toute logique, vous devriez vous poser des questions. Vous devriez vous demander, il nous parle de Dynamesh, il nous parle de Subdivision Level, c'est un peu comme la même chose, je comprends pas trop. Puis comment est-ce qu'on fait pour connecter finalement les deux? Parce que si je fais un Dynamesh, je peux avoir beaucoup de détails quand même. Puis c'est quoi finalement la connexion? Donc là, je vous ai chargé une scène avec un Dynamesh ici, donc un mesh absolument pas en quad. Et j'ai un autre mesh ici, qui lui, j'ai fait une retopo manuelle en fait de mon Dynamesh dans Maya. Et donc j'ai refait un mesh beaucoup plus simple. Mais là le problème c'est qu'entre les deux, là, j'ai pas de détails, là, j'ai comme juste une bonne structure à partir de laquelle je peux faire mes UV. Mais j'ai pas les détails du Dynamesh. Et c'est là qu'entre en action la petite magie de ZBrush, c'est qu'on peut projeter les détails du Dynamesh sur le mesh en Subdivision Level. Par contre, en ce moment, mon Subdivision Level, il a que 1800 vertex, alors que mon Dynamesh, lui, il a 1 500 000 vertex. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, après avoir fait la retopo de votre objet, CTRL D, CTRL D, CTRL D, je regarde ici, là, CTRL D, CTRL D, 1 800 000, c'est à peu près la même chose que 1 500 000. Donc là, maintenant, je vais activer les deux. Donc là, on va voir que les deux sont l'un sur l'autre. Je vais enlever le wireframe pour que vous voyez bien. On voit évidemment que la version en retopo, là, elle est pas super belle. Là. Il a comme exagéré, ou du moins, comment on appelle ça? Il a comme interpolé, en fait, les informations, mais il ne les interpole pas de la manière que j'aimerais qu'il le fasse, évidemment. Et là, donc je vais activer la visibilité pour les deux. Je vais sélectionner ma retopo et je vais aller dans
tout en bas de Subtool, vous avez un petit onglet qui s'appelle Project. Et là, je fais un Project All. Et là, je vais attendre un petit peu que la magie opère, parce que des fois, il y a quand même des choses sympas dans ZBrush. On va attendre un petit peu. Et voilà, maintenant que c'est fait, regardez bien la différence. Je vais me mettre en mode solo. Je vais sélectionner le Dynamesh. Retopo. Là, je sélectionne le Dynamesh. La retopo. Il n'y a aucune différence. Pourtant, il y en a un qui est en Dynamesh. Et il y a l'autre qui est en quad. L'avantage maintenant que j'ai transféré les informations du Dynamesh, je peux supprimer mon Dynamesh. Et maintenant, je peux faire les UV sur ce niveau de subdivision-là. Et je peux aller encore beaucoup plus loin en détail que le fichier en Dynamesh, que le tool en Dynamesh. Parce que là, je suis en Subdivision Level.